dit, il n'y a pas d'homme public qui soit parfait. Donc, et l'essentiel, c'est de pouvoir amplifier ce que nous pourrions faire de bon et finalement, chacun avec ses faiblesses. Vous étiez jeune à l'université, lui venait déjà donner des conférences. Est-ce que quelque part, cela vous a inspiré? Bon, dans tous les cas, relativement aux discussions qui étaient menées à l'époque, et je dirais quand même que ça permet d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de points. Voilà. Mais lui, comme beaucoup d'autres, nous ont aussi inspirés. Mais j'avoue que j'avais une vision depuis très longtemps, en tout cas de la société, celle que moi, je souhaiterais qu'on ait, j'ai cette vision. Donc, en regardant les acteurs, qu'est-ce que je peux puiser chez l'un, qu'est-ce que je peux puiser chez l'autre, cela a été toujours ma logique. Mais sa détermination, comme je le dis, et cette recherche, je vais dire aussi, du compromis, il est souvent, je le dis, ce n'est pas parce que les gens l'ont dit, parce que j'ai souvent discuté avec lui, que doit-on faire pour obtenir un compromis? Et lorsqu'on obtient ce compromis, considérer cela peut-être comme acquis avant de pouvoir avancer. Et il est toujours dans cette logique, dans cette tendance, et toujours ouvert au dialogue. Et qu'est-ce qu'on peut faire toutes les fois que c'est possible d'aller discuter avec le régime? Et il est toujours dans cette logique. Il faut discuter pour savoir ce qui peut se faire. Voilà. Quel aurait été le meilleur compromis avant qu'il ne décède pour le Togo? Quel aurait été ce meilleur compromis-là? Vous savez, il y a eu des compromis malheureusement qui n'ont pas marché. C'est-à-dire que discuter, trouver des solutions, si nous nous référons à l'accord politique global, et ce qui a été obtenu là-bas était quelque chose qui aurait été souhaitable. Mais vous pourrez obtenir des compromis dans leur mise en œuvre, dans leur exécution. Effectivement, il peut y avoir des problèmes. Mais si vous voulez, vu le contexte togolais aujourd'hui, et je crois que, et ça, on ne peut pas le décréter, c'est d'en arriver à ce consensus, qu'on sache que, en réalité, le pouvoir doit être pour chacun de nous un instrument pour assurer le mieux-être. De sorte que le régime ne considère pas le pouvoir comme une propriété et ne considère pas non plus la perte du pouvoir comme un malheur. Et de la même façon, ceux qui sont à la conquête de ce pouvoir et ne doivent pas penser que conquérir le pouvoir, ce serait un instrument peut-être pour rendre des comptes. Donc pouvoir s'asseoir ensemble de bonne foi. Ça, je reviens fondamentalement sur cet élément, de bonne foi. Cela voudrait dire qu'il y a une certaine loyauté par rapport à ce que nous avons dit et ce que effectivement nous entendons faire, et de placer cet intérêt général. Et parce que l'intérêt général n'est pas l'intérêt d'une communauté, l'intérêt général n'est pas l'intérêt d'une classe sociale donnée. Pouvoir discuter, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer les choses. Et je crois que c'est possible. On aurait pu l'obtenir et rassurer ceux qui sont au pouvoir pour dire que, et si vous perdez le pouvoir, vous n'êtes pas en danger, votre communauté n'est pas en danger. Le peuple togolais est unique. Maître Yavi Agboibo, il faut le dire, il a été député dans un parlement dominé à l'époque par le petit député indépendant. Et puis après, il a été aussi Premier ministre. Et il était président du CA, il était parti, puis il était revenu. On dit qu'il a été un fin négociateur. Vous avez semblé dire la même chose. Est-ce qu'il va manquer à l'opposition togolaise? Oui, je l'ai dit dans mon communiqué qu'il manquera forcément à la classe politique togolaise. Et vous savez, pour une personnalité de son rang, qui a lutté jusqu'au bout, réalité, puisque pour lui, il n'a pas quitté vraiment la scène politique. Il n'a pas quitté la scène politique. Et puisqu'à la veille des élections présidentielles encore, il était entièrement actif. Et je crois même quand il était parti du pays, de là il m'a appelé, on a même échangé encore sur le terrain politique. Il n'a jamais quitté la scène politique. De ce point de vue, et vu tout ce qu'il a eu à faire, ne serait-ce que par ses conseils, et effectivement, il nous manquera. Il manquera. C'est évident.
il n'est pas seul à quitter, pas ces temps de pandémie. Il y a aussi un autre ancien Premier ministre qui a quitté le monde des vivants, quelque part là-bas en France, c'est Edem Kodjo. Voilà. Quel est votre regard sur celui dont le parcours est analysé par certains acteurs comme un incompris politiquement parlant dans son pays? Parce qu'Edem Kodjo, il est très sollicité à l'extérieur, mais dans notre pays, très tôt, visiblement, il a été rejeté, puisque quand on prend même les tout premiers résultats des élections de 1994, les législatives sont parties du TD à l'époque, et on avait recueilli, je crois que 6 ou 7 députés. Oui, et je crois que quand on prend en compte les qualités intrinsèques de l'homme, et vous vous rendez compte que il a une vision pour son pays. Et il veut, effectivement, il a voulu toute cette transformation pour son pays. Et j'ai eu à dire dans le communiqué parlant de lui que c'est un homme d'État. Parce que en dehors de ce que nous avons fait politiquement, avec lui également, j'ai eu des discussions que je dirais personnelles qui m'ont permis de connaître la philosophie, de connaître et les pensées donc de la personne. Vous voyez, peut-être lui, son problème, c'est le fait que avant donc cette transformation, il a été un acteur de la scène politique dans le système RPT avant, donc au moment du parti unique. Donc, une partie de la population n'a pas pu se départir de cette image. Donc, on l'a considéré comme étant l'un des acteurs donc, du système du parti unique. OK. Or, à l'époque, effectivement, tout le monde était dans ce système, dans ce parti unique. Après, moi, je crois qu'il y a eu une réelle transformation, donc sa volonté qu'il y ait cette alternance. Et vous savez, la presse a eu à le dire dans une certaine mesure également que ces derniers temps, il ne paraît pas, quand il dernier temps, ces dernières années, il n'est pas totalement en odeur de sainteté avec le régime. Et vous savez, il y a certains acteurs qui préfèrent agir avec discrétion, en quelque sorte. Et ce que d'autres auraient pu dire publiquement, et il ne l'a pas fait, et je sais que certainement, il a fait un certain nombre d'actions et pour que les choses puissent changer, mais dans la discrétion. Il était attaché véritablement à l'alternance et dans la discrétion, il a voulu que les choses avancent et peut-être que tous nous n'avons pas besoin de crier sur les toits un certain nombre de choses. Je me rappelle un jour, il y a quelques années, quand je faisais des reproches et peut-être au clergé togolais, j'étais avec une personnalité d'un certain niveau et qui avait souri parce que je les considérais à l'époque qui n'intervenaient pas suffisamment comme il se devait, et il avait souri et il m'avait dit que leur position est telle qu'ils n'ont pas besoin de dire ce qu'ils font. Ils peuvent aller discuter et plus ils parleront ouvertement de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont allés dire, et puis ça constituera pour eux un obstacle pour pouvoir avancer. Je crois qu'à un certain moment, il faisait partie de cette catégorie de personnes qui voulaient faire avancer les choses sans forcément prendre publiquement la parole. En clair, on peut dire que là aussi, il est incompris, puisque un certain nombre d'acteurs avaient supposé qu'aux derniers instants de sa vie, il avait donné des conseils pour qu'un passage de témoin soit une réalité dans notre pays. Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Je ne suis pas témoin, mais j'ai la conviction qu'il l'a fait. J'ai la conviction qu'il l'a fait par rapport à certains échanges que j'ai eus avec lui. Et puisque, comme je le dis, on a parfois discuté à deux, où il n'était pas heureux de la situation autour. Il n'était pas heureux de ce qui se passait. C'est clair. Il me l'a dit aussi. Et certainement qu'il a été incompris. Il a préféré agir plutôt dans la discrétion. Et malheureusement, les résultats attendus n'ont pas été atteints. Au début des années 90, c'était l'homme du grand pardon. C'est pas ce slogan ou ce thème-là qu'on l'a redécouvert, parce que Edem Kodjo, c'est l'homme des années 70
autour du RPT. Et puis, c'est le grand retour au début des années 90 avec le grand pardon. Le grand pardon dont il s'était agi au début des années 90, est-ce qu'il est toujours d'actualité en 2020? L'histoire de notre pays semble se répéter. Et quand on parle de pardon, c'est un phénomène où je veux dire en quelque sorte bilatéral. Celui qui a offensé présente ses excuses. Celui qui a été offensé les accepte. Mais celui qui présente les excuses s'engage aussi à ne pas répéter ce qui a été fait. Je crois que c'est en cela qu'il pourrait y avoir un véritable pardon. C'est un phénomène bilatéral, finalement. Mais aujourd'hui, quand vous vérifiez, les exactions, les violences, tout ce qui a suscité donc cette demande de pardon, ces phénomènes sont encore aujourd'hui d'actualité. Vous ne pouvez pas demander à être pardonné et ensuite continuer par faire un certain nombre d'actes. Donc il faudrait accepter effectivement qu'on soit pardonné et aussi s'engager à ne pas répéter ce qui a été fait. Et quand je le dis, ça doit être valable pour tout le monde. Et ça rejoint ce que vous avez dit il y a quelques instants, vanité des vanités, tout est vanité. Et si on se posait des questions, savoir si finalement ce que je fais, je partirai, je le laisserai. Et qu'est-ce que je laisse derrière moi? Si on se posait ces questions, peut-être que nous serions dans une logique d'un pardon, un pardon sincère. Ce n'est pas un pardon simplement qui serait du bout des lèvres. Nous sommes en train de parler de ces histoires qui se répètent. Si aujourd'hui on devait aboutir ou bien aller encore à un dialogue dans notre pays et aboutir à un document, peut-être que ce document ne serait pas très éloigné de ce qui a été obtenu lors des accords de 2016. Cela voudrait dire que finalement, 2006 plutôt, accord de 2006, si ça ne serait pas ça, on ne s'éloignerait pas trop. Cela voudrait dire que écrire un document, ce n'est pas l'essentiel. C'est de pouvoir aussi le vivre sincèrement et chercher à joindre l'acte à la parole. Sinon, je crois un auteur qui dit que les mots sont ce que Dieu a donné aux hommes pour cacher leur réelle intention. Donc, un accord ne peut être qu'une façon de cacher son intention. Il faut quelque chose de sincère. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité, le professeur Oulou Komi du PSR. Et c'est de tradition qu'à partir de cet instant, on puisse intégrer les auditeurs, qu'ils apportent leur contribution à travers les questions. Et nous allons rappeler les numéros de l'émission 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Est-ce que nous avons les tout premiers auditeurs?